Histoire au coin du D20, présentée par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Vampire la Mascarade, première et deuxième édition. Présentation de l'univers, de nos personnages et nos bonnes vieilles parties de l'époque où on était adolescent. Publication initiale sur YouTube en août 2014, avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau Histoire au coin du D20. Tu t'es pas trompé pour une fois. Oui, tout à fait, mais c'est parce qu'ici nous sommes en plein cœur de la nuit. C'est une histoire qu'on ne pouvait que vous raconter dans les heures les plus sombres de la nuit. J'ai Oui. dit 2 fois nuit. Il est pas si tard que ça. Hein. Oui, non, mais c'est les effets spéciaux, c'est comme Donc, oui, nous allons vous parler aujourd'hui de Vampire la Mascarade. ça. Et Vampire Requiem, en fait, vu qu'on a joué. Oui, enfin, un petit peu de toutes nos expériences à travers les différents jeux de la gamme Vampire, Monde des Ténèbres. Et même de Vampire Dark Age. Oui, tout En à fait, celui auquel on a le moins joué dans le tas, c'est Vampire la Mascarade. Voilà, tout à fait. Bon, je propose qu'on présente la bière du jour Voilà, et puis déjà, qu'on se lance dans... La bière, pour qui dit vampire, dit luxembourgeois. Oui, voilà, dit la Batine, la bière luxembourgeoise qu'on nous a gentiment Logique, offert. Il y a une logique quelque part, hein. Je sais pas, j'ai pas encore trouvé, mais... Bah, il y a peut-être beaucoup de vampires au Luxembourg, c'est un Peut-être, duché, Après finalement. tout, oui. Le grand-duc. Voilà, je n'oserais pas dire que le grand-duc est peut-être un Il fait- vampire, Oh je ne sais pas. Ouais. Mais... Donc nous allons goûter à cette bière merveilleuse. Bling. Moi, je l'ai déjà goûté, je sais qu'elle est bonne. Donc. Ah. Pas mauvaise, j'ai déjà goûté aussi en fait. Eh bien, c'est marrant, tu es beaucoup plus pâle, tu es beaucoup plus livide que moi. Pas grave, pas grave. Nous allons commencer par notre rencontre avec Vampire, qui n'est pas au coin du D20, mais au coin du D10, vu que le Monde des Ténèbres a déjà un des meilleurs systèmes de jeu existants. Oui, le Monde vraiment. des Ténèbres en général est un très très bon système de Très, jeu. très On bon a- système de jeu. On en avait déjà parlé dans notre vidéo Comment commencer les jeux de rôle, où c'est donc avec plusieurs D10 et on associe une caractéristique à une compétence. Et ça marche très très bien. Aussi instinctif pour le maître de jeu que pour les joueurs en fait. Vraiment très bon système. Euh, Peut-être, on en avait déjà parlé, mais revenir un petit peu sur comment se présente le monde de Vampire. Donc, Vampire la Mascarade, ça se passe de nos jours. C'est un jeu de rôle contemporain. Contemporain, Tout tout à fait. Qui est assez proche, si ce n'est que là je vais parler d'une histoire qui n'est pas contemporaine, de Entretien avec un vampire. Disons plutôt de manière générale les romans de Anne Rice. C'est vraiment ce à quoi ça se rapproche le plus, même si c'est pas exactement la même chose. Mhm. Je ne sais pas si tu as plus à en Ah, dire. pas vraiment. Voilà. Surtout Il y a d'autant des plus que clans. j'ai pas tout lu. En fait, pour être tout à fait franc, de Anne Rice, je n'ai lu que ce qui constitue la suite d'Entretien avec un vampire. Lestat le vampire. Voilà, Moi, pareil, j'ai lu les. Je n'ai lu que les stats et je l'ai lu en Entretien. Moi, j'ai lu DVD. Entretien. Mais, Et donc, ce qui est très important dans le monde de vampire, c'est que de 1, quand on commence un personnage vampire, on n'est pas franchement plus puissant qu'un humain. On joue plus ou moins un humain de base, mais avec des pouvoirs vampiriques. Mais les caractéristiques, on va pas être plus fort. C'est parce qu'on joue un vampire de la 13e génération. Voilà, exactement. C'est ça le truc, c'est-à-dire que à chaque fois, donc le premier vampire c'était Cain ou Cain, ça dépend comment on le prononce, qui a été maudit par Dieu et qui est donc devenu le premier vampire et le plus puissant des vampires. Et de par sa morsure et je sais plus exactement. Quand il a mordu quelqu'un, il a fait les... Ça y est, on va commencer à se perdre. Les antédiluviens. Les antédiluviens, voilà. Qui sont donc la 2e génération. Ou encore, je me demande si c'est pas la 3e génération. Donc la 2e génération, on ne sait pas qui c'est. C'est possible, je sais plus. Je suis très sûr de ce côté-là. Vous voyez, à chaque fois, on ne fait pas des recherches approfondies, on raconte nos histoires. C'est-à-dire qu'en fait, ces très très anciens vampires des 2e et 3e génération étaient pratiquement des dieux sur Terre, enfin des dieux sur Terre, quoi. Ils régnaient sur les humains avec des pouvoirs immenses, etc., etc. Et à chaque fois qu'un vampire dilue son sang... En fait, à chaque fois qu'un vampire... désolé. Tu me laisseras un jour finir les phrases. Non, vas-y. À chaque fois qu'un vampire dilue son sang en le donnant à un mortel pour en faire un vampire, forcément, c'est comme faire une photocopie d'une photocopie. Elle est moins nette que l'original. Donc, et donc voilà, les vampires qu'on joue dans Vampire la Mascarade sont de la 13e génération. Donc effectivement, ce ne sont pas des super-héros. Voilà. Donc en fait, quand vous devenez un vampire, vous êtes de la même génération que votre
Sire, je crois qu'il Un appelle. sire, Le sire, donc celui que tu as créé, -1. Enfin, +1 plutôt. Et donc, les personnages sont des descendants de la 12e génération, ils sont donc de la 13e génération. Il faut savoir que la 14e génération, c'est la dernière, parce que la 14e génération ne peut plus enfanter, tellement le sang est dilué. Et c'est le signe de l'Apocalypse, parce que d'ailleurs, toute cette partie du monde des ténèbres, c'est l'histoire de l'Apocalypse. Pour ceux qui seraient pas, qui ne connaîtraient pas du tout le monde des ténèbres, donc cette fameuse série de jeux de rôle qui réunit plusieurs jeux de rôle, qui permet aux joueurs d'incarner différentes créatures de l'obscurité. On viendra sur Loup-Garou, là on a beaucoup joué. Loup-Garou fera aussi un sujet qu'on espère vous faire bientôt. Hein. On a un peu petite parenthèse, on a un peu tardé sur cette histoire au coin du D20. Hein, ça aurait pu venir plus vite si un certain monsieur au chapeau que je connais ne mettait pas des jours et des jours pour faire des vidéos qui soi-disant durent 59 secondes. Mais bref. Elle dure 59 secondes. Bon, bref. Bon. Qu'est-ce que je disais, moi, avant de te calomnier? Je sais plus très bien. Tu parlais du monde des ténèbres en général, le Loup-Garou, etc. Et donc, les vampires boivent du sang. Hein. Voilà. Donc, quand on commence un personnage dans le monde des ténèbres, à part quelques pouvoirs vampiriques, on n'est pas franchement plus puissant qu'un... Je me souviens de ce que je voulais dire, je suis désolé. Oui. Donc en fait, il y a toute cette histoire qu'on approche de l'apocalypse et que tous les êtres, j'allais dire fantasy, fantastique, toutes les créatures surnaturelles sentent que la fin du monde arrive. Et pour les vampires, ça prend la forme que les antédiluviens, donc les plus vieux vampires, les plus vieux vampires encore existants, ils vont revenir. Et en fait, ils sont tellement puissants qu'ils vont ils vont tuer les vampires, ils vont réduire les humains en esclavage, et ça va être la fin du monde. Ouais. Et d'ailleurs, Loup-Garou s'appelle Loup-Garou l'Apocalypse. Voilà, parce que les loups-garous aussi sentent que c'est la fin des temps et qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Et donc, comme je disais, quand vous créez un personnage dans Vampire, vous avez des caractères assez normales, mais vous avez quelques pouvoirs de vampire, pas très puissants au début, mais surtout vous avez des points de sang, parce que quand vous buvez le sang de quelqu'un, ça remplit votre total de points de sang, et ça c'est la grande différence selon votre génération, c'est que plus vous êtes d'une haute génération, plus vous avez une réserve de sang. Les personnages de haute génération ont plus de sang en eux que ce que leur corps ne laisse présager. Voilà. Et donc, les vieux vampires, si jamais vous les saignez comme un cochon, il y a l'équivalent du sang de 10 personnes qui va s'écouler. Genre, un vampire de 11e génération, on lui coupe la tête et ça fait un geyser de sang absolument apocalyptique, la scène de l'ascenseur qui s'ouvre. Et ces points de sang vous permettent d'augmenter vos caractéristiques temporairement, ce qui fait qu'un vampire bien nourri est plus puissant. Mais quand même moins puissant qu'un loup-garou. Là, je pense qu'on a quand même pas mal résumé le truc. Très important, donc il y a des clans. Il y a... on va dire comme ça, vaguement, je dirais les Broodja, qui sont donc les bourrins, il y a... C'est comment les assassins, déjà? C'est les vampires qui viennent du Moyen-Orient. Il y a les gangrels, qui sont des espèces de vampires animaux, qui ont des pouvoirs d'animaux. Et donc, chaque pouvoir, il y a vraiment des pouvoirs par clan. Il y en a qui peuvent se faire pousser des griffes. Il y a l'espèce d'hommes serpents qui peuvent planquer leur cœur dans un réceptacle comme une momie égyptienne, des trucs comme ça. Un clan dont on va reparler, on va pas énoncer... Il y a deux clans dont on va beaucoup parler. Voilà, il y a deux clans dont on va beaucoup parler, puisque maintenant vous commencez un peu à nous connaître, je pense. Gilus et moi, on a tendance à toujours jouer un peu les mêmes archétypes. Une fois qu'on a trouvé un archétype qui nous plaît bien, on le joue tout le temps. Et donc, je vais commencer par le mien. Vas-y. Le clan que moi j'ai toujours trouvé super chouette, et que personne n'a jamais joué. Il y a peut-être aussi, c'est comment dirais-je, psychologique. Je joue toujours le clan que les autres ne veulent pas jouer. C'est les Nosferatu. Et en fait, les Nosferatu, ce sont des vampires qui, lorsqu'ils sont étreints par leur cire, donc c'est-à-dire qu'un vampire, un vampire va les transformer, va transformer le mortel en vampire. Voilà. La malédiction de Caïn va s'exprimer de la manière que son corps va devenir difforme. Et en fait, les Nosferatu
sont des vampires dont le look s'inspire un petit peu du vieux film Nosferatu. Tout à fait. De 1900... 22. Ah, 22, j'allais dire 32, mais j'étais Ouais. encore 10 ans en avance. Et donc, ils ont des physiques très particuliers et très désagréables. Il est difficile de ne pas noter un vampire Nosferatu. Mais le meilleur clan de vampires n'est pas celui-là. Tiens, juste avant que j'oublie, une notion très vague qui n'est jamais bien expliquée dans les bouquins, du moins les bouquins de vampires que nous on a lus. Est-ce que les vampires sont capables de sexualité ? Ben oui. C'est jamais très très bien expliqué. Nous, on avait dit qu'il fallait qu'ils utilisent un point de sang pour avoir une érection, ou ce genre de choses. Il me semble que dans Anne Rice, c'est plus ou moins clairement dit que les vampires sont morts, donc il n'y a pas de sexe, mais en fait, leurs sentiments n'en sont que plus puissants. Et donc, il y a beaucoup de relations semi-homosexuelles. Il y a des relations semi-homosexuelles dans Anne Rice parce que la sexualité n'a plus lieu. Donc, ça parle quand même de choses comme la pédophilie. Pas vraiment, en tout cas l'amour d'un homme vis-à-vis d'une petite qui a largement une femme l'âge qui est dans le corps d'une petite fille. Voilà, ouais. Bon, tout ça pour dire, moi, le clan absolument indispensable, c'est les Trémères. Alors les Trémères, qui ce sont ? Les Trémères, ce sont qui sont-ce ? Ce sont ceux qui ont le plus de pouvoirs différents parce que ce sont des magiciens. Ce sont les magiciens des vampires qui sont des pouilleux. C'est-à-dire qu'ils vont trahir tout le monde dès qu'ils peuvent. Et en fait, ils sont détestés par tout le monde. Pourquoi ? C'est parce que... C'est les origines du clan. Les origines des Trémères sont terribles. Ils ne descendent pas vraiment des vampires. En fait, le premier Trémère, c'est un alchimiste qui s'est fait vampiriser... Au Moyen-Âge, qui a pompé le sang d'un vampire. Voilà. Et qui s'est vampiriser tout seul en capturant un vampire. Vous pensez bien que les autres clans de vampires qui ont des histoires très traditionnelles, qui ont un certain code d'honneur, même parmi les morts-vivants, qui ont bien 10 000 ans ne d'histoire supportent pas eux. ça. Des vampires qui ont triché avec, avec leur code et avec leur mode de vie, et qui en plus sont des sorciers, ça la fout mal. Voilà. Et donc, ce sont des ordures, les Trémères. Et ça m'étonne pas que tu aimes les jouer, parce que tu es toi-même une ordure. Ils sont super, les Trémères. D'ailleurs, c'est l'un des gros problèmes que j'ai avec Vampire Requiem, auquel on a pas mal joué quand même, mais il n'y a pas de Trémères. Oui. Et ça m'a fait mal. Et ils ont, en fait... on n'aura toujours pas parlé de nos expériences personnelles. On va y arriver. Mais on a eu une très bonne expérience sur Vampire Requiem avec un très bon maître de jeu qui nous avait prévu une campagne vraiment aux petits oignons. Mais au final, je trouve que le setting de la nouvelle édition de Vampire, Vampire Requiem, elle est inférieure. Il manque ce côté... t'as un grand panel de clans de vampires, tous très caractérisés. Là, c'est plus dissous et c'est plus mystique. Enfin, c'est mystico. Il y avait une histoire que on se réunit pas tellement par clan, mais plus par l'idéologie de l'origine du vampire. Et je trouvais que c'était pas terrible. Première rencontre que l'on a eue avec Vampire, c'était parmi nos tout début de jeu de rôle. Donc à l'époque, nous avions, je crois qu'on va dire les noms, c'est pas trop grave. Notre premier maître de jeu qui nous a vraiment lancé dans le jeu de rôle s'appelait David. Et l'une des premières fois où il était lui-même joueur, c'était avec un de nos amis. Sous l'égide de Sébastien, qui avait une manière assez particulière, on était jeunes, de masteriser. Avec le recul, je me dis, c'était la première fois qu'il masterisait. Comment veux-tu que ça se passe bien ? Disons simplement que moi, mon plus grand souvenir de cette soirée de jeu de rôle vampire, c'est la Master System. Alors, comment ça s'est passé ? Je vais commencer, après je te laisserai continuer. Donc, nous créons nos personnages, on a l'habitude de créer des personnages, c'était nos débuts dans le monde des ténèbres, mais on s'amusait bien. On arrive, on commence, alors on ne sait pas très bien quoi faire, et alors il nous dit, oui, vous arrivez dans l'antre... du prince vampire, du prince de Paris qui vous sert un verre de sang. Et là, il a un petit... il a l'œil qui brille un petit peu. Il sort... Action réelle. Il nous dit action réelle. C'est quelque chose qu'on faisait beaucoup à l'époque, on faisait beaucoup moins maintenant. C'est-à-dire c'est qu'on amène quelque chose du jeu, entre guillemets, dans le réel plus ou moins. C'est-à-dire souvent courir devant un monstre, ce genre de choses, on le faisait pas mal à l'époque. Et donc, il sort du jus de tomate et 3 verres. Il nous sert donc, nous deux plus David, 3 verres. Nous deux, on boit nos verres, rien à foutre, jus de tomate. J'aimais pas le jus de tomate, j'aime toujours pas le jus de tomate, mais ça allait, quoi. Mais David,
Qu'est-ce qu'il dit? Alors, David, ça fait longtemps qu'on ne l'a plus vu, ce bon David, mais c'est quelqu'un qui a les idées fixes, on va dire. Et il avait décidé qu'il ne boirait pas, il déteste, enfin il détestait, peut-être qu'aujourd'hui il est très friand du jus de tomate, mais à l'époque il détestait le jus de tomate, et là il a dit non, je ne boirai pas ce verre de jus de tomate. Et on s'est retrouvé avec donc deux personnalités un peu antagonistes, à savoir le maître de jeu qui voulait absolument se faire respecter pour son premier jeu de rôle, et un joueur qui avait décidé qu'il ne ferait absolument pas ce que le maître de jeu lui avait demandé de faire. Et en fait, donc il commençait à y avoir une conversation. Tu bois le jus de tomate, sinon c'est comme s'il buvait pas le sang. Et David disait, mais non, mais mon personnage il boit le sang, mais c'est juste que moi je boirais pas le jus de tomate. Ouais. Mais si t'es un vampire, tu dois boire du sang. Tu fais pas mon action réelle. Mais du sang, c'est pas du jus de tomate. Oui, mais tu dois boire le jus de tomate. Mais non, parce que mon personnage c'est un vampire, il aime bien le sang, et moi j'aime pas le jus de tomate, donc c'est pas comme si mon personnage faisait quelque chose qu'il aime bien. Ça dure 10 minutes, ça dure 20 minutes, ça dure une demi-heure, hop, on arrive à 40 minutes. Ça a duré plus d'une heure. Où ils ont discuté. De toute façon, la partie était cassée. Et donc, nous, on a lancé la Master System. Ouais, on s'est bien amusé sur je sais plus quel jeu. Le jeu avec le renard, ce Master System. Ouais, c'est un renard qui peut se transformer. Bref. Bon. Et donc, ça a fini. En fait, à la place du jeu de rôle, on a fait une partie de basket, si je me souviens bien. Où je me suis pris une balle dans la gueule. Mais donc, en réalité, notre première approche de vampire s'est mal passée. Après, on a surtout fait loup-garou, on n'a plus beaucoup fait vampire. Et donc, je crois qu'on va passer directement en partie de Vampire Requiem avec Mathieu. Et puis après, nous reviendrons aux vampires plus classiques. Et moi, j'ai repris Vampire avec Simon, mais tu ne faisais pas partie du groupe. Non, mais ça, c'est après. Donc, et c'était des parties très intéressantes, bien masterisées, où j'ai refait... Mais je me permets juste de faire une petite parenthèse. Donc, dans ces parties de jeux de rôle-là, je rejouais. Pourquoi est-ce que je dis que je rejouais non, c'est parce qu'on avait joué à Requiem avant. Non, c'est surtout parce qu'on avait fait les parties avec Goldo avant. Oui, mais je ne jouais pas à Nosferatu. Ah non, c'est juste. C'est parce que j'avais créé un concept de personnage Nosferatu pour la partie de Mathieu que finalement je n'avais pas joué. Bon. Bref, toujours est-il que, en gros, mon personnage dans cette partie-là, ne t'impatiente pas, tout va bien se passer. C'était Spawn. On va dire que c'était Spawn. C'était un vampire vraiment difforme, en fait, avec des traits très étranges, la peau noire, couverte de croix à l'envers rouge. C'était comme ça que sa mutation s'était passée. Et en fait, il était le protecteur des clochards. Donc le vampire se passait à Bruxelles. Et il vivait dans les rames de métro et de tram. Et il était le protecteur des clochards. Et j'adorais ce personnage qui, en même temps, savait pas se tenir en société, qui, sous certains aspects, se montrait extrêmement cruel, mais qui avait beaucoup d'amour et un sens très protecteur de tous les marginaux de la rue, en fait. Voilà. T'avais pris l'avantage contact, quoi. Tout à fait. Historique. Et j'avais pris troupeau. Les clochards venaient s'offrir leur sang. Ils me permettaient de les mordre et de me nourrir. Et je trouvais ça super cool. Et donc, évidemment, dans Vampire, mordre quelqu'un ne transforme pas. Il faut lui faire boire son sang. Voilà. Et donc, le Requiem qu'on a fait, là, je me suis déjà retrouvé dans un jeu où il n'y avait pas de trémère, donc c'était pas très bien. Et j'ai fait donc j'ai fait un Ventrue. Oui, c'est ça. Et on dit Ventru ou Ventrue? Je crois que ça dépend si on veut le dire en anglais. Ça dépend des groupes. Mais corrigez-nous, dites-nous si c'est Ventrue ou Ventru. Bon, je vais dire Ventrue, parce que je préfère. Et en gros, mon personnage, c'était Louis d'Entretien avec un vampire. C'était lui. C'était le vampire torturé par sa condition, qui ne voulait pas être un vampire et qui recherchait l'humanité. Je m'étais mis le maximum en humanité et je cherchais vraiment à rester droit dans mes bottes. Je jouais un personnage un peu loyal bon, ce qui est très difficile, surtout dans Vampire où, en gros, on est tous des fils de pute. C'est-à-dire, en fait, on pourrait faire une émission rien que sur ce sujet-là, l'humanité dans Vampire. Le fait que le personnage, Vampire, a un score d'humanité. Et plus ce score est bas, plus le vampire cesse d'être un humain et devient de plus en plus une bête, un monstre, un démon
qui n'a plus aucune considération pour les êtres vivants. Et nous deux, comme d'habitude, hein, on est les bons joueurs. Dans ce groupe-là, tu jouais pas un personnage super... Non, j'avais pas un personnage particulièrement. Là, c'était plus le Nosferatu qui se croit être comment dirais-je, le monstre, le croque-mitaine, voilà. C'était un peu le même genre que le précédent, mais en plus méchant. Et mais l'humanité, beaucoup de joueurs ont tendance à dire ouah, l'humanité, on s'en fout, je suis un dieu de la nuit, machin. Et en fait, c'est débile. C'est vraiment débile de jouer comme ça. Parce qu'au bout d'un certain temps, soit on obtient tout un groupe de vampires qui sont complètement frénétiques, qui sont des bêtes, c'est plus intéressant à jouer. C'est beaucoup plus intéressant de jouer un vampire qui essaye de garder son humanité. Chacun fait un peu ce qu'il veut, même si je suis d'accord avec toi. Et alors, mon personnage, il avait une caractéristique qui ne s'est jamais jouée pour finir. Le maître de jeu n'a pas joué là-dessus, mais j'avais écrit dans mon historique que la lubie de ce personnage, c'était d'obtenir la peinture, le cri. Ah oui, je voulais avoir le cri. Mais donc, comme ce jeu de rôle-là, c'était avec un autre ami. Et on n'était pas un groupe uni. D'ailleurs, le maître de jeu faisait exprès de semer une zizanie entre nous, parce qu'on recevait des missions contradictoires. On sait qu'à la fin de telle aventure, il va y avoir un objet, et chacun de nos maîtres nous disait « Tu dois récupérer cet objet et me l'amener ». Et pour mon personnage, ça ne marchait pas très bien, parce que j'étais trop gentil. Et vous deux, vous n'hésitez pas un petit peu... Il y avait toujours une certaine subtilité, on ne s'est jamais sauté à la gorge, du moins jusqu'à la fin, à part à la fin. Mais c'était bizarre, mais c'était bien fait par le maître de jeu. On n'arrêtait pas de se trahir. Et donc moi, avec mon vampire, donc les Nosferatu, vu qu'ils sont un peu difformes, ils ont besoin, et ils commencent le jeu, avec énormément de pouvoir pour se dissimuler, pour se rendre invisible, pour se cacher dans les ombres. Ça m'a été très utile. Mais oui, Miko, hein, puisqu'on va l'appeler par son nom, hein, lui il était pas mal dans le genre aussi, où il jouait genre le vampire qui peut se déplacer à une vitesse hallucinante. Je crois qu'il jouait un Assamite, justement. Et on n'arrêtait pas. Les fins de scénario, c'était le maître de jeu qui disait « Bon, toi tu viens avec moi dans la pièce à côté ». Et alors on faisait nos sales coups de puterie, et on n'arrêtait pas de mentir, et puis alors c'était l'autre qui venait et qui mentait aussi. Et on devait faire des jets. Et je sais plus très bien qui a eu gain de cause au final. En fait, la seule chose, ce qui est vraiment plus intéressant à raconter dans cette partie de Vampire, c'est la fin. Parce que à l'avant-dernier scénario, on avait vaincu des puissants vampires. Et alors, c'est là que nous allons parler de diablerie. La diablerie. Alors, qu'est-ce que la diablerie ? C'est la seule façon pour un vampire d'augmenter sa génération, donc de devenir plus puissant, de devenir naturellement plus puissant. Et ça se fait que d'une seule façon, il faut bouffer l'âme d'un vampire plus puissant que soi. Voilà. Et ça s'appelle... Donc boire le sang d'un vampire. Et l'âme. Oui, consommer complètement un ancien vampire. Et donc, comme on avait battu des grands vampires à ce moment-là, les deux autres, ils se disent, bon, on y va, hein, occasion. Et surtout, il y avait personne qui était là. Oui, ou en tout cas, on croyait qu'il y avait personne. Il y avait moi. Oui, bien sûr, il y avait toi. Et donc, à un moment, il a été vraiment question de te tuer, en fait. Bien sûr. Pour que tu ne racontes pas la diablerie. Ça a été... Mais... Donc, le truc, c'est que eux, ils ont bouffé les âmes. Mais chose très importante, quand tu bouffes l'âme d'un autre vampire, ton aura est teintée. C'est-à-dire qu'il y a certains vampires qui ont un pouvoir pour voir l'aura des uns et des autres, pour avoir certaines informations. Et en gros, quand on voit l'aura de quelqu'un qui a fait une diablerie, ça brille en noir, si je puis dire. Et donc, il sait... Ça me fait penser, tu me demandais quel était le clan que je jouais dans le tout premier Vampire, et c'était un Ashamite. Et les Ashamites, c'est des vampires qui ne se nourrissent que de sang des autres vampires. Et ils sont tous teintés et ils sont tous considérés comme des ordures. Oui, c'est ça. Par rapport aux autres vampires, en fait. C'est ça, c'est juste. On avait directement joué les personnages qu'on n'est pas censé jouer. Il y a Spoonie qui avait fait tout un truc pour dire le groupe d'Assamites qui risquent rien. Bon. Et donc, à la fin, ça a été vraiment... je me souviens plus de tous les détails, pour être honnête. Mais ça a été vraiment le bordel parce que donc moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, maintenant, je peux plus tenir avec eux. Ce sont devenus des monstres, à mes yeux. J'ai été voir le prince de Paris, c'était à Paris ? T'as été tout cafeté. Hein. J'ai été cafeté. Ouais, comme une grosse merde. Hein. C'est pas la première fois que j'ai un personnage qui fait ça. J'ai été cafeté
Mais le problème, c'est que je m'entendais pas très bien avec le prince non plus, parce que c'était un personnage ultra catholique, très très croyant, vampire, qui se croit élu, Élu de etc. Dieu, machin. Parce que il était, je crois, chez les vampires qui se pensent descendants de Longinus. Oui, mais ça, ça fait partie des couillasseries de... Le premier vampire aurait été créé, ça aurait été Longinus quand il a planté sa lance dans Jésus, c'est devenu le premier vampire. Enfin bon. Et donc, quoi qu'il en soit, je vais cafeter, mais ils me croient pas trop, ils me font pas trop confiance, et toi, tu arrivais à cacher ton aura. Je pouvais cacher mon aura. Toi, tu pouvais cacher ton aura, ce qui n'était pas le cas. Ah si, Miko, il a directement acheté le pouvoir pour cacher son aura aussi. Et donc, moi, je suis passé pour un con. Et la fin était très bizarre parce que le prince vampire nous faisait plus confiance, il nous a donné une dernière chance, et puis on a dû... Mais finalement, en fait, le prince nous a tous enfermés dans des cercueils. C'est ça, oui, c'est ça à la fin. C'est ça, t'as raison. Il a dit, voilà, je sais pas en qui je peux faire confiance. C'était la fin de la campagne, en fait. Et il nous a enfermés dans des cercueils en fonte, fermés. Et c'est comme ça que s'est terminée l'histoire. Elle était censée continuer des années plus tard. Voilà, et donc, quand un vampire qui est dans un cercueil, il tombe en torpeur, c'est-à-dire qu'il se dessèche, mais il ne meurt pas complètement. On peut toujours le ressusciter en lui mettant un peu de sang. Et on avait été condamné à je sais plus combien de dizaines d'années d'isolement, et on est devenu un petit peu fou. Et on n'a jamais continué un personnage, mais globalement, c'était une chouette partie de vampire. Non, c'était une très bonne campagne. Mais qui s'est arrêté là parce que le maître de jeu avait envie de passer à autre chose. Et je pense qu'il est passé à Cthulhu Tech après. C'était directement après, je crois que c'était directement après. Possible. C'était marrant aussi. Cthulhu Tech. Ah, mais moi j'ai bien aimé Cthulhu Tech. Mais ce sera pour une autre fois. Mais nous avons une partie de vampire qui est assez importante à décrire parce que elle était faite avec le 3e larron, donc avec Goldo. Ouais. Goldo, le maître de jeu. Goldo en tant que maître de jeu, c'est la seule fois que j'ai eu Goldo en tant que maître de jeu. T'avais pas joué à Star Wars? Non. Ah ouais. Et c'était spécial. C'était particulier, on va dire. Alors moi, déjà un petit peu pour décrire ce qu'on a fait. Moi au début, le premier scénario, j'ai joué un gangrel. Je me suis dit que je jouais un personnage un petit peu différent. Et donc j'avais fait un gangrel qui sont donc les vampires très animaux, qui peuvent prendre des traits d'animaux. C'est vraiment le vampire qui se transforme en chauve-souris et qui prend les traits d'un loup. Voilà, et qui sont très proches des loups-garous aussi. Et c'était pour ça que je l'avais fait à la base. Mais je me suis senti triste. Et donc, au bout d'un certain temps, j'ai abandonné ce personnage. Pourquoi tu te sentais triste? Parce que je voulais jouer un trémère. C'est comme dans Les Irrécupérables. Un de ces quatre, je vous parlais de la BD Les Irrécupérables. Et c'est ok, je refais un trémère. Et je me suis super bien amusé avec ce trémère. Quant à toi. Tu parles de ton personnage ou pas? Vas-y, décris le tien et puis après je vais parler de mon trémère. Après avoir joué donc 2 Nosferatu d'affilée, j'avais un peu épuisé le filon et je me suis dit je vais inventer un nouveau concept de personnage pour bien m'amuser et pour faire du roleplay un peu plus évolué, dirons-nous, que le clochard vampire qui sait pas se tenir. Alors il faut bien vous dire que donc dans cette partie, c'est pas Vampire la Mascarade, donc ça se passe pas à notre époque, c'est Vampire... L'âge des ténèbres. L'âge des ténèbres. Et donc là ça se passe au Moyen-Âge. Donc ça a 2 effets, je dirais, assez importants. C'est que forcément c'est le Moyen-Âge. Ce jeu de rôle se veut très, très réaliste, point de vue Moyen-Âge. Je crois que c'était l'an 1000 et des. C'est pas en 1300? Je crois que c'était dans les... C'est à l'époque de l'Inquisition. De l'Inquisition, ouais. 1100... J'ai envie de dire 1130. Oui, bon, j'ai un doute maintenant. Oui, voilà. Au lieu de dire des bêtises, ne disons rien. Ça se passe au Moyen-Âge. Et donc, ça change complètement la manière de voir les choses. Même si c'est un Moyen-Âge très réaliste, les auteurs de ce jeu de rôle, enfin de Vampire, l'Âge des Ténèbres, ont fait appel aux meilleurs experts français de l'histoire du Moyen-Âge. Et ça veut dire aussi qu'on joue des vampires beaucoup plus puissants, puisqu'on est de la 10e, voire 9e... 8e génération. Ouais, 8-9e génération. Ouais. Donc on est très 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 puissant, et en même temps, on est très 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 à la merci. C'est très difficile d'être un vampire au Moyen-Âge. Je veux dire, dans un monde où il y a les Bellatores, bref...
les nobles, les travailleurs et les prêtres, les laboratores et les oratores, oui, un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est un paye qui ne vit que la nuit, qui ne sort que la nuit, ça semble vraiment bizarre, qui n'a pas besoin qu'on vienne lui apporter à manger. C'est pas comme si tu pouvais te planquer dans son appartement. Voilà, c'est beaucoup plus difficile de choper quelqu'un et de le mordre et de lui effacer ses souvenirs au Moyen-Âge que dans une cité, à Seattle en 2010, quoi. Donc, la nuit, il n'y a pas grand-chose qui se passe au Moyen-Âge. Les villes sont fermées, les gens dorment. Exactement, voilà. Et donc, on en devient plus des créatures qui doivent s'introduire chez les gens la nuit pour aller les mordre. Et ce genre de choses. Ou alors, évidemment, et ça, c'est très bien rendu dans Vampire, l'âge des ténèbres, il faut être chez les nobles. Bien sûr. Être dans un château ou être dans une cité. Où là où on peut, il y a une certaine vie la nuit. Et donc oui, mon personnage, certes. Et donc là, je me suis dit, bon, je vais jouer un Bruja. Et alors les Bruja, en fait, ce sont des vampires dont la doctrine, c'est qu'il faut en permanence révolutionner la société. Dans le monde de vampires, en fait, par exemple, les Bruja sont ceux qui sont les architectes de la Russie communiste. Voilà. Pour tout vous dire. Et d'ailleurs, les loups-garous, fils de Fenris, étaient des nazis. Oui, tout à fait. Ça, c'est intéressant comme truc. Ah bon, bref. Et je me dis, alors, qu'est-ce que je vais jouer comme personnage qui veut révolutionner la société? Et je me dis, je vais jouer un curé qui est devenu donc un ancien brigand qui a reçu l'illumination, qui est devenu croyant, qui est devenu même curé, et qui croit dur comme fer en Dieu. Enfin, je veux dire, c'est le Moyen-Âge. Et qui donc est devenu un vampire, et qui imagine qu'en fait les vampires sont sur Terre, non pas, enfin, pour Dieu en fait, que les vampires sont une représentation de Dieu sur Terre, et il nous faut justement utiliser les pouvoirs de la nuit pour faire le bien et pour répandre la parole de Dieu. Évidemment, ça passait très mal avec le personnage de Gilus. Parce que moi donc je jouais un Trémère, qui était un ancien alchimiste qui avait fait un pacte avec des gitans pour invoquer un démon, mais en fait, au moment de l'invocation du démon, c'est un vampire qui est arrivé. Et en fait, il n'y a pas vraiment de lien, mais moi, pour mon personnage, c'était le démon. Et donc, j'ai été transformé en vampire en suivant un pacte, et donc, mon personnage était sataniste, totalement. Et j'avais un suivant... J'avais mon Igor, il avait un autre nom, mais je ne sais plus comment il s'appelait, mais j'avais mon suivant gitan, j'avais un espèce d'assassin gitan qui me suivait partout. Et donc mon personnage était sataniste et son personnage à lui était très, très croyant. En parlant de sataniste, etc., le fait des superstitieux dans Vampire, les choses ont changé au fur et à mesure des éditions, et moi j'adore comment c'était à la base. C'est-à-dire que y a l'histoire de la frénésie. Quand un vampire subit certains trucs, quand il subit beaucoup de dégâts, quand il a très soif, il a besoin de sang, etc. Quand il se retrouve au milieu d'un incendie, voilà. Par exemple. Il doit faire un jet d'humanité, et s'il le rate, il rentre en frénésie. Et rentrer en frénésie, c'est quoi? C'est-à-dire que tu ne contrôles plus ton personnage, tu vas tuer tout ce qui bouge, tu vas boire le sang de tout ce qui bouge, etc. Or, dans les premières éditions de Vampire, quand on voyait des symboles religieux, quand quelqu'un te balance une croix à la gueule, ça n'a pas d'effet d'un point de vue... ça n'a pas d'effet réel, mais ça peut avoir un effet psychologique sur le vampire. Si le vampire est croyant, il va devoir faire un jet de frénésie. Et donc moi j'adorais ça. Et dans les dernières éditions de Vampire, ils se sont dit, bon, on va enlever les subtilités, et un vampire qui voit une croix, ben, il est affecté. Ça, j'aime pas du tout. Non. Et cet aspect psychologique, ça vient justement du roman Les Sacs le vampire. Et donc mon personnage, il avait peur... Il était sataniste, donc il croyait au diable, mais en Dieu, évidemment. Donc il n'osait pas rentrer dans une église, ce genre de choses. Il me semble qu'il y a une ou deux fois où je t'ai sorti mon crucifix quand tu me faisais chier. Oui. Parce que moi, évidemment, mon personnage se pense être un élu de Dieu. Donc, n'avait absolument pas peur des croix, ni de l'eau bénite, ni rien du tout. Mais lui, bien. Donc, ça va, j'avais mes armes contre lui dès le départ. Mais là où je me suis bien amusé avec mon personnage, c'est qu'en fait, j'avais mis tous mes points dans un seul pouvoir, qui était le pouvoir de création. Et donc, je pouvais créer de la matière, évidemment, mais au plus haut niveau, je pouvais aussi créer la vie. Mais tu ne créais que des godemichés, en fait. Non, pas du tout. Et donc, en fait, ce que mon personnage s'amusait à faire une fois de temps en temps, c'est que je tuais quelqu'un, et je le recréais en clone à mon service. Ouais, c'est vrai. On a mis un certain temps pour comprendre
pouvoir. Je vous l'ai dit assez vite. Oui, voilà. T'étais un bon petit sataniste. Voilà, j'étais un gentil petit sataniste. Mais c'était des parties assez particulières, les parties de Goldo, parce qu'il se voulait très dans l'ambiance. Et déjà, il s'éloignait, enfin, il ne jouait pas beaucoup sur les règles du tout. Il nous faisait faire quasiment pas de jet, pourquoi pas, mais c'était un petit peu bizarre parce qu'on a l'impression de t'entendre mettre des points dans un truc et ça ne servait pas. Oui et non, enfin moi j'ai jamais eu vraiment ce problème. Dans la mesure où mon personnage, ses pouvoirs, c'était de pouvoir décupler sa force et sa rapidité. Oui. Donc c'était curé à certains moments et puis Superman. Au nom du Seigneur, je vous botte le cul. Voilà, au nom du Seigneur, je vous botte le cul. C'était plus ou moins ça. Et je pouvais aussi prendre le contrôle des foules. J'avais un charisme surnaturel. Mais on rencontrait tellement peu de gens. Je ne critique pas Goldo vis-à-vis de son mastering. C'est juste que moi-même, je sais pas très bien comment j'aurais fait jouer ça. On se sentait souvent seul. C'est pas seulement ça, enfin c'est... Oui. Je garde une impression très... abstraite. Emo, où on est toujours la nuit, tout seul, où on rencontre des étrangers. C'est un vampire, c'est normal que t'es toujours... Oui, mais bien sûr. Mais où on rencontre un étranger qui est lui-même une créature de la nuit, mais on sait pas très bien quoi. Et puis quand on croise enfin un mage, il se fait qu'il faut qu'on lui pète la gueule. Mais t'aimerais bien pouvoir parler de trucs et d'autres, et puis il y avait plein de trucs mystiques. C'était Ichabod Crane, d'ailleurs. Ouais, voilà, il avait fait... le mage. Ichabod Crane, le mage. Et donc les mages dans le monde des ténèbres, c'est assez spécial. C'est pratiquement une autre race en fait. C'est pas tout à fait des humains. Les mages, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre devenir un mage. Tu l'es. Oui, c'est des humains spéciaux, on va dire. Et qui ont des pouvoirs sur la réalité très puissants, mais ils doivent faire face au paradoxe. C'est assez compliqué comme histoire. Oui, mais mage, on en parlera une autre fois, je pense. On a un peu joué à mage aussi. Mais pour comment dirais-je, un peu renouer avec ce qu'est censé être Histoire au Candide des 20, moi, l'un des grands souvenirs que j'ai de Vampire, l'âge des ténèbres, c'est quand on était rentré à un endroit où un mage faisait un rituel, et il avait créé des espèces d'hommes cochons pour le servir, et nous on était dans la cave, et tout se passait au rez-de-chaussée. Et il y avait des trous dans le sol, et on chopait régulièrement des hommes cochons qu'on trucidait avec je sais plus quel joueur, c'était Florian ? Je crois que tu étais avec Florian. Moi, pendant ce temps-là, je m'étais infiltré, je me faisais passer pour un des membres de l'espèce de secte. Et je m'étais infiltré, j'avais un masque et tout, et j'étais super pas confiant parce que je savais pas ce qui allait me tomber dessus. Voilà. Il y avait une certaine tension dans cette partie. Mais il y avait aussi des moments très abstraits, très bizarres. Ce que Goldo aimait bien, c'était nous emmener dans des mondes un petit peu de rêve, de l'imaginaire. Et il y a toute une partie où c'était le château d'un magicien. Malkavien, c'est ça ? Les fous. Les vampires fous. Oui. Ils sont drôles, ça, d'ailleurs, les vampires fous. Qui nous avait emmenés qui nous avait plus ou moins refait qui nous a fait connaître la naissance de Jésus, quelque chose comme ça. Oui, on revenait dans le temps. Mais en fait, le thème de la campagne, c'était la création de la Camarilla et donc de la mascarade. Pourquoi Vampire la mascarade ? Qu'est-ce que la mascarade ? C'est la loi vampirique qui dit que les vampires doivent se cacher pour les humains. Et donc il y a les deux côtés. Il y a la Camarilla qui suit la mascarade, qui dit les vampires doivent rester underground et cacher leur existence aux humains. Voilà. Et il y a le Sabbat qui, eux, ils disent on est supérieur aux humains, c'est du bétail. Point. On doit juste les dominer. Et en fait, le Sabbat sont des vampires qui... En gros, la Camarilla passe leur temps à essayer de les détruire et à nettoyer derrière eux, quoi. Ouais. Et donc, là, c'était le but, c'était on était en plein dans la création des deux camps. Ouais. Et en même temps, c'était la création de l'Inquisition. Oui. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre, moi, sur cette histoire ? Mais qui était avec nous ? Il y avait Moustache, dont on parle assez souvent. Et Florian. Et Moustache, il jouait un Ventrue. Le seigneur de Bath. Voilà. Avec un accent du sud de la France.
Mais enfin, on est les seigneurs de la nuit, qu'est-ce qu'on doit craindre? Mais les loups-garous, pardi. Et moi-même, au bout d'un certain temps, puisque mon personnage venait aussi du sud de la France, on a commencé à faire tout notre roleplay en me parlant comme ça. Hein. Moi, je venais du Nord. Mais... Sauf que, bon, quand je faisais mon roleplay, je prenais une voix beaucoup plus grave et je faisais, oui, est-ce que c'est vraiment les intentions du Seigneur? Mais qui faisait quand même ses conneries. Hein. Il était pas... Oui. L'humanité, c'était pas son point fort. Hein. Ça n'a jamais été le point fort de... Quel que soit... Allez, il va revenir avec le Major, mais bon, à part le Major... Je me souviens qu'il a brisé la nuque d'un grand prêtre, quelque chose comme ça. Et en faisant croire qu'il était tombé dans les escaliers. Il a sodomisé un serviteur avec un bâton pour faire croire qu'il avait été faire l'amour avec lui, plutôt que d'avouer qu'il avait sucé son sang et qu'il l'avait envoûté. Oui, j'avais oublié cette histoire. Et il y a une petite fille aussi qui s'est fait tuer. Ah oui. Ouais. Je sais plus comment. L'un d'entre nous a pété un câble. Il me semble qu'on était tombé sur une cabane dans les bois où il y avait un bûcheron qui nous a attaqués et on l'a tué. Et dans la cabane, il y avait une petite fille. Il y avait une petite fille, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on en fait? Oui, on a eu... Oh. Non, on a eu une longue discussion sur est-ce qu'on la tue ou pas. Et moi, j'étais évidemment contre. Et finalement, le groupe, on a décidé, voilà, il faut oxyre cette petite pour pas qu'elle révèle notre existence. Ouais. Et il y avait Florian qui jouait un espèce de... Un achamite. Un achamite, donc un espèce d'assassin. Mm-hmm. Mais... ouais, c'était spécial, mais on s'amusait bien quand même. Oui, mais bon, voilà, comme un peu toutes les parties de jeux de rôle, comme toutes les campagnes de jeux de rôle, elle ne s'est pas vraiment terminée sur une fin, elle a un peu, voilà, la vague a fini de se répandre, et puis... Ouais, en fait, on a juste arrêté de se voir, c'est un peu dommage. Ouais, surtout Goldo, on n'avait plus envie de le voir à l'époque. Je comprends. Mais... ouais, voilà, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Bah oui, je pensais qu'on aurait plus d'anecdotes à raconter. Je crois que cette vidéo est déjà assez longue. Oh bah attendez. Oui, alors il y a eu une fois... bah non. Voilà. Bah voilà. Là-dessus, on n'a plus qu'à vous dire à une prochaine Histoire au coin des 20. Je ne sais pas encore le sujet, de toute façon on décide à chaque fois sur le pif. On va essayer de la faire un peu plus rapidement que les autres. Voilà. Enfin, je dis ça à chaque fois. Vous me direz. Et il y a toujours un épisode que j'hésite à faire où on expliquerait un petit peu des conseils pour les maîtres de jeu, mais c'est un problème pour nos joueurs. C'est un peu comme faire une émission où les magiciens expliquent leurs trucs. Exactement, c'est exactement ça. Ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est juste que c'est pas bien. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Bon, sur ce, on vous dit à une prochaine. Bye. Histoire au coin du D20 est une émission Zone Geek. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à trouver nos divers réseaux sociaux dans la description. Et si vous voulez nous aider à continuer, vous pouvez trouver un lien Tipeee, lui aussi, dans la description. Vivez bien, vivez avec passion.